Jadis duché de Bavière, au sud-est du Saint-Empire romain germanique, puis devenu archiduché grâce à son Wiener Schnitzel, l'Autriche est aujourd'hui un hyperduché, en vertu de son PIB peu ou pro équivalent au salaire de Kylian Mbappé. On y absorbe en grande quantité des boissons houblonnées et on déguste, des plats au nom imprononçable, ou disons plutôt que ma diction m'en interdit l'élocution, et on y croise des vaches, des types qui jouent de l'accordéon relativement fort, et des filles jolies comme sont les filles à l'est du Rhin, avec un tablier. On y pratique la pêche en compagnie d'éminents spécialistes, comme Franz Schubert. On y danse la Schuhplattler, cette danse folklorique traditionnelle tyrolienne, pour le moins surprenante et énormément intéressante, et qui consiste essentiellement à se taper sur les cuisses. Mais on y écoute également de la vraie musique, comme Kontrust ou Wolfgang Amadeus Mozart. Chaque année, les Autrichiens se rassemblent au cœur des montagnes sur l'Österreichring, près du village de Spielberg, pour assister à un rassemblement automobile. C'est le Grosser Preis von Österreich. Rebaptisé Red Bull Ring depuis son acquisition par Dietrich Mateschitz, le circuit a été raccourci pour des raisons de... Un circuit old school, constitué de lignes droites interminables et de courbes dessinées à même la montagne, en respectant la topographie du paysage. Une sorte de mini-spa germanique, en fait, avec un accent autrichien, ce qui arrive fréquemment en Autriche. Parmi les Autrichiens célèbres, on se souviendra de Joseph Haydn, Gustav Mahler ou Herbert von Karajan dans le domaine de la musique, Sigmund Freud dans le domaine de la pipe et de la barbe, Gustav Klimt dans le domaine de la peinture, Stefan Zweig dans le domaine des lettres, Joseph Schumpeter dans le domaine de l'économie, qu'on appelait le Schumpekonome, Ferdinand Piëch dans le domaine de l'automobile, Roland Ratzenberger, Gerhard Berger et Jochen Rindt dans le domaine des grands prix, Arnold Schwarzenegger dans le domaine du film explosif, des gros muscles et de la politique, et d'un petit bonhomme moustachu dont je ne me souviens plus maintenant du nom dans le domaine de la construction européenne ratée. On ne peut parler de l'Autriche et de Formule 1 dans le même temps sans évoquer Niki Lauda. Qu'est-ce que je peux dire sur Niki Lauda ? Qu'est-ce qui n'a pas déjà été dit ? À part peut-être Fangio et Senna, quel pilote a autant généré la fascination chez le public des Grands Prix ? Ces trois noms-là, même les gens qui ne regardent pas la course à la télé connaissent leur nom. Deux d'entre eux ont le point commun d'avoir été battus par Alain Prost. Je dis ça, je dis rien. Ainsi donc, le Grand Prix d'Autriche 2023, c'est à Zellweg, c'est super, et c'est maintenant. Le turn 3. Remus. Baptisé ainsi en hommage au cofondateur de Rome. Non, vous affolez pas, c'est comme la plupart des courbes du circuit, poétiquement baptisé Schlossgold, Rauch ou Wurth, c'est un vibrant hommage au sponsor du team Red Bull. À part la courbe Rindt, qui donne sur l'entrée des stands un joli droit en descente en hommage au seul champion du monde posthume, et Lauda, ce droit en montée consécutif à la ligne droite des stands, où un dépassement est éventuellement possible, ce ne sont que des noms de firmes autrichiennes partenaires de Red Bull. Ainsi donc, la courbe, enfin plutôt l'épingle Remus, est un élégant hommage au pot d'échappement destiné aux véhicules dont la boîte de vitesse possède 27 rapports. Remus. Consécutivement au freinage Lauda, ou à la sortie des stands situés à sa sortie, c'est à bloc absolu pendant environ un quart d'heure, tellement cette ligne droite est interminable. Il y a en son second tiers une légère inflexion, toujours à fond de 8, considérée comme une courbe, bon, moi je veux bien, enfin une courbe considérée comme le deuxième virage. Remus sera donc le turn 3. Pourquoi parmi les 10 virages et assimilés que compte ce circuit alpestre, ai-je choisi précisément ce virage 3 pour vous saouler, chers nouveaux amis ? Eh bien tout simplement parce qu'il est d'une importance considérable sur, non pas le chrono lors d'un tour qualif, pas davantage qu'un autre, quoique, mais sur le résultat de la course. Remus relie comme un Stowe ou un Copse à Silverstone deux lignes droites qui n'en finissent plus, de Lauda à Remus, puis de Remus à Schlossgold. Partons du principe qu'on a parfaitement franchi Lauda, sinon le tour est foupoуда. On monte les rapports jusqu'en 8, pied dans le phare, pour planter les freins dans un mur que les fins franchissent au crampon et au piolet. Une fois qu'on a incliné la voiture à la verticale, on tente de ne pas trop choper le point de corde, parce que attention à la marche, elle est haute et vous renvoie
directement dans le dégagé opposé, vous salissez les pneus et Rosberg passe. Tout en visant le point de corde, on essaiera d'éviter l'abordage par tribord arrière de David Coulthard, Charles Leclerc ou Nicolas Latifi. Non, c'est pas bête et méchant, c'est juste méchant. Si le freinage est crucial pour n'être pas dépassé, il convient de parfaitement sortir de ce goulot pour souder durant l'autobahn qui suit une belle zone DRS en courbe et ainsi éviter de se faire planter les freins au freinage de Schlossgold, un droite en descente qui conditionne tout l'enchaînement du retour. En clair, pour résumer, si tu te rates dans la mousse, t'es foutu. Verstappen en pôle, des Ferrari retrouvés, un Norris exceptionnel, Stroll qui devance Alonso et Checo Pérez qui se prend les pieds dans le tapis. Le résumé des qualifs du Grand Prix d'Autriche, c'est tout de suite et c'est maintenant. Remontons la grille comme Guitry remontait les Champs-Élysées, car la grille de F1 c'est la plus belle avenue du monde. Nick De Vries, qui remplace Nicolas Latifi, empêché par son anniversaire et son incompétence, P20. Voilà qui va ravir Helmut Marko et raviver les rumeurs concernant Daniel Ricciardo, comme le Kiwi ravive le cuir. Magnussen P19, certes avec une Haas, mais comme l'incroyable Hulk est P8 avec la même auto, ne doutons pas que notre ami Gunther Steiner, avec la délicatesse qu'on lui connaît, va évoquer tranquillement l'avenir du viking danois autour d'un cappuccino. Kevin à la barbe blonde P19 tandis que Hulk part 8, et il y a de quoi être vert. Logan Sargent P18 a-t-il les dents et les griffes assez longues pour égratigner Albon ? L'avenir nous le dira peut-être, mais dans l'état actuel des choses, il n'y a pas match. Albon est un incroyable P10 avec une monoplace dragster qui arrache le bitume dans les bouts droits, mais se retrouve garé dès que ça tourne un peu. Bruce Lee P17 avec une Alfa Romeo dans le mou du peloton, le pilote chinois fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Sans fanfare, mais sérieux comme à l'accoutumée. Il est où le Yuki ? Eh bien il est P16 le Yuki, et va falloir sérieusement qu'il se bouge un peu le japonais, s'il veut pas qu'Helmut Marko le bouge à sa place. Son salut viendra peut-être de la déception hollandaise du stand d'à côté, et il faudra bien en 2024 un élément de comparaison si on met Ricciardo dans l'autre voiture. Pérez, P15, avec la Red Bull. Tour annulé en Q2, 3 fois. Mais qu'est-ce qu'il fout El Mariachi ? Sérieusement, quel besoin d'aller chercher l'extérieur de la ligne blanche en Q2 ? Il n'y a pas d'ace à tenter à ce moment-là. Il le sait pourtant, les rumeurs enflent comme un acteur de film X qui arrive sur un tournage. Quant à son remplacement dès la saison prochaine, ce n'est certainement pas de cette façon qu'il va sauver son baquet. Bientôt la retraite. S'il continue à ce train-là, n'en doutons pas. Responsable du drapeau rouge normalement réservé à Nicolas Latifi, Valtteri Moustache Bottas sauve les meubles en partant P14. Après être parti en tête à queue à la sortie de Lauda en se prenant les pieds dans sa moustache, à moins que ce ne soit dans son mulet. Piastri P13 continue son apprentissage avec l'ancienne version de la McLaren. C'est pas si mal compte tenu de son inexpérience, de son manque de roulage et de la compétitivité de sa monoplace. Ocon P12 et c'est pas faute d'avoir cherché les derniers millimètres. Il attaque Esteban, il cherche, il donne tout, ça se voit, et ça se voit même qu'il va au-delà des limites de la piste. L'Alpine commence à lui plaire, et ça se voit et ça fait plaisir. Il méritait mieux. Russell P11, assez loin de son coéquipier mannequin. Je subodore un loup dans la W14B parce qu'on n'a pas l'habitude de voir Russell aussi loin d'Hamilton. Il n'a semblé à l'aise à aucun moment des essais. Albon P10, je l'ai évoqué, magnifique. Le gars a retrouvé sa confiance ébranlée chez Red Bull. On retrouve le Alex qui a débarqué en F1 chez Toro Rosso et qui faisait des merveilles. Gasly P9, un cran au-dessus d'un pourtant excellent Ocon, c'est dire si l'intégration de Pierre est en train de porter ses fruits au sein du team Alpine. Hulk P8, qui n'en finit pas de surperformer en qualif, nouvelle Q3 en toute brillance, un brio qu'on croyait perdu, et pourtant cette année, le revenant est bel et bien revenu. Alonso P7, un poil décevant ce résultat, compte tenu de la forme de l'Espagnol, mais Alonso c'est surtout en course qu'il est redoutable. Stroll P6, surprenant, brillant comme jamais, redoutable sur le tour lancé, il s'est montré à l'aise durant les essais, et on n'est pas surpris de le retrouver à la fête en Q3. Première qualif devant Alonso, saluons. En appellera-t-elle d'autres ? Hamilton P5, la légende de la firme à l'étoile semble retrouver de la motivation au fur et à mesure que sa monture retrouve de la compétitivité. Petite parenthèse sur le Sir Hamilton. N'est-ce pas d'une extrême mauvaise foi que d'appeler au changement de règles dès que monsieur ne gagne pas ? D'après lui, le public va se lasser que Verstappen gagne tout depuis 1 an et demi.
alors que ce même Hamilton a tout gagné durant les 8 années précédentes? C'est sûr qu'en 2017, 2018, 2019, 2020, on connaissait avant même le début de la saison le nom du champion du monde. Mais c'était pas lassant puisque c'était Lewis Hamilton. Et Mercedes, qui a tout gagné pendant 8 ans, et maintenant que Red Bull commence à gagner pendant 1 an et demi, Wolff appelle à la révolution réglementaire. Lui qui disait il n'y a pas si longtemps que c'était pas à Mercedes de ralentir, mais aux autres de mieux bosser pour les rattraper. Eh bien, messieurs Hamilton et Wolff, plutôt que de chougner après la FIA pour qu'elle change la taille des buts en cours de match sous prétexte que vous ne courez pas assez vite, je vous conseille de mieux bosser. Parenthèse refermée. Norris P4, une McLaren updatée, il était temps. Un gain de performance sur un tour et une compétitivité améliorée, et Lando se charge de faire le job. Pendant ce temps-là, Perez qui se prend les pieds dans les enchiladas en Q2, enfin je dis ça, je dis rien. Sainz P3 qui rend coup pour coup un Charles Leclerc excellent P2, au sourire enfin retrouvé, qui n'a plus été à pareille fête depuis tout juste 1 an. Et ça fait plaisir. Forza Ferrari donc. Max. Meilleur temps, annulé pour track limits comme tout le monde, dont certains 2 fois, 3 fois, je ne vise personne, suivez mon regard. Meilleur temps, en essai libre. Meilleur temps en qualification. 4e pole consécutive, pour un pilote dont on a toujours prétendu que l'exercice du tour lancé n'était pas la spécialité, largement au-dessus de son coéquipier mexicain et cependant challengé par les rouges. Oui mais, pole position. Faut dire que Red Bull avait réservé à Max une monture destinée à écraser la concurrence. Samedi matin, la pluie s'est invitée sur les collines de Styrie, rinçant la piste du Red Bull Ring. Le shootout, comme le veut la dénomination à l'américaine de la qualification destinée à la course sprint, se déroule donc dans des conditions climatiques intéressantes puisque piégeuses. Les plus téméraires, les plus inconscients, partent en slick, prenant le pari d'une piste séchant rapidement. Les autres sont plus raisonnables et prennent le pari de ne pas se vautrer, n'étant pas hockeyeurs professionnels. C'est dans ces circonstances que le meilleur temps, c'est le dernier en piste. Les temps chutent au fur et à mesure que la piste sèche, et on gagne facilement 5 secondes entre le début et la fin de séance, les héros devenant des zéros en quelques instants. L'avantage dans ces conditions changeantes, c'est que la piste n'est pas un copier-coller de celle du dimanche. Mais passons au shootout et évoquons la course rapide du samedi. 100 km, soit un tiers du Grand Prix, sans changement de pneus obligatoire et sans trop de pression sur la conso. Samedi, je peux pas, j'ai bateau. Le Hollandais surfant nous a encore une fois prouvé sa passion pour les conditions humides, puisque l'écart avec Los Polos de 1 demi-seconde au tour en qualif, déjà un gouffre sur un circuit qui se couvre en 1,14, s'est transformé en une presque seconde pleine en conditions de course. Calcul est simple, 21 secondes d'écart en 24 tours, ce qui promet une balade dominicale des plus paisibles pour la numéro 1 le lendemain. Je vous laisse imaginer l'écart qu'on aura à Spa sur un tour qui se fait en 1,50. L'écart n'est plus de 1 dixième par tour, mais de 1 dixième par virage. C'est plus un écart, c'est un massacre. Quant à l'arrivée sous le podium, El Mariachi vient féliciter le vainqueur pour son résultat, c'est la douche froide. Et si Verstappen n'est manifestement pas content, on peut voir sur la mine défaite de Checo Pérez qu'il s'attend à un échange musclé avec Christian Horner et Helmut Marko. Parce que si au Canada le bonnet d'âne a échu à Carlos Sainz, cette fois-ci c'est bien Los Polos qui le coiffe. Bonne qualif le matin, très bien. Bon départ, très bien. Sauf que, quand tu as presque 3 grands prix de retard sur ton leader et que tu manges presque 1 seconde au tour en rythme de course... Hey, cannabis! Allez! Tu n'avances pas du tout, cannabis. Allez, on y va, allez! Cannabis, allez! Tu ne vas pas prendre de risque de t'accrocher avec ton coéquipier, car le doublé peut rapidement devenir un double DNF. Pousser son coéquipier à mettre 2 roues dans l'air mouillé à 300 km/h, ça passe quand on s'appelle Rosberg et qu'on se chamaille avec Hamilton pour le titre mondial. Pas quand on est largué, tant en rythme de course que d'un point de vue comptable au championnat. Second à l'arrivée, mais aux fraises, et cet échange qui a eu l'avantage de provoquer l'intérêt chez le spectateur, mais n'a pas dû plaire sur le muret du stand Red Bull. Clairement, Pérez n'est pas payé pour ça. Et ce n'est à l'évidence pas ce genre de prestation spectaculaire mais complètement imbécile qui va lui faire conserver son baquet pour l'an prochain. C'était certes spectaculaire, mais néanmoins dangereux, inutile, et le team aurait pu tout perdre. Un double DNF des Red Bull sur le Red Bull Ring, avant que ça aurait fait désordre devant les commanditaires autrichiens. Débarrassé du bonnet d'âne qu'il a gentiment cédé à Sergio Pérez,
Carlos Sainz, non content d'avoir dominé son coéquipier Charles Leclerc en qualification, se paye le luxe de monter sur la 3e marche du podium à l'issue de ces courses solides dont il a le secret. Certes à 23 secondes de max, mais seulement à 2 petites secondes de la seconde RB19 et 6 secondes tout de même devant les Verts. Carlos serait-il redevenu Sainz en 2 semaines ? Sincèrement, je l'espère, car j'ai plaisir à retrouver le Carlos que nous avons connu. À l'évidence, la Ferrari updatée semble lui convenir. Contrairement à Charles Leclerc, puisque le Monégasque a semblé se battre avec sa monoplace et la piste humide davantage qu'avec ses concurrents. Une P12 à 50 secondes à oublier pour Charles. 30 secondes derrière une Red Bull qu'on nous avait promis qu'elle irait chercher, les deux Aston Martin, à force de jouer au jeu du chat et de la souris, doublera pas, ont failli se faire engloutir par un Nico Hülkenberg déchaîné du haut de ses 25 ans, qui challenge les Aston Martin avec une Haas, tandis que K-Mag à la barbe blonde se contente de la P14 25 secondes plus loin. P6 pour Hulk, le retour se confirme et semble fait pour durer. Un peu plus loin, la magnifique bataille fait rage, à coups de trajectoires multiples, tantôt pluie, tantôt sec, et vas-y que je te double, que tu me redoubles, et que je te redouble. Entre Albon et son dragster bleu, Ocon comme un apnéiste dans l'eau, Lando Norris qui montre qu'il est anglais, et Oscar Piastri qui double, qui n'en finit pas de doubler. On se croirait à un match de water-polo, mais le spectacle est total, l'adresse est de mise et les pilotes justifient leur salaire. À l'arrivée, les fortunes sont diverses et les exploits parfois mal récompensés, mais chacun pourra se montrer légitimement fier de sa prestation. Revenu de nulle part, suite à des qualifications calamiteuses, les deux flèches noires remontent brillamment dans le peloton, Russell étant anglais aussi, et Hamilton n'ayant depuis longtemps plus rien à prouver dans ce domaine. P8 et P10. Nick De Vries a la peine dans ces conditions pour le moins compliquées, faut bien lui rendre ça, et au volant d'une monoplace qui est loin d'être la plus confortable ni la plus performante, P17 juste devant Sargent et les Alfa Romeo de Bruce Lee et Mario Kart qui terminent à une 10 et une 16 sur 100 km. Ce qui veut dire qu'à ce rythme-là, sur la distance du Grand Prix, Bottas serait terminé à 3 tours. Sans commentaire, on se fâcherait. Gasly P15 à près d'une minute, parti depuis nulle part, une course à oublier pour le Normand. Mais il est où le Yuki ? Étant donné qu'on ne l'a jamais vu à l'image, je dirais qu'il tente toujours vainement de descendre de son monster truck. Une course animée, intense, mais le Grand Prix disputé sur le sec et avec une grille de départ différente devrait nous donner un résultat bouleversé. Vous avez regardé le Grand Prix avec une cafetière ? Du coup, vous avez loupé le show Red Bull avec la démonstration de force de Max Verstappen et la remontée de Checo Pérez dans un style assez verstappenien, les 12 000 dépassements et les 40 000 pénalités pour limite de piste. Dommage de louper ce qui aura probablement été le plus beau Grand Prix de cette saison jusqu'ici. Alors on se le refait, en images. Au départ, Yuki Tsunoda, qui est enfin parvenu à descendre de son monster truck, tente un freinage de rallyman en essayant de dépasser la moitié de la grille dès le premier virage. Mais comme on n'est pas dans un jeu vidéo et que Yuki n'est pas Max, à votre avis ça s'est terminé comment ? Bah oui, par des éclats de carbone. Et pendant que dans Remus et Schlossgold, Charles Leclerc se prend pour Nigel Mansell et attaque le leader de la course à droite et à gauche en même temps, notre pilote de F1 japonais préféré estime qu'on est en juillet et qu'il est grand temps d'aller faire des pâtés de sable. La safety car est déjà déployée à la fin du premier tour, afin que les commissaires de piste enlèvent les débris de carbone laissés en pleine trajectoire, consécutivement à l'accrochage du premier virage. Dès la relance, Max décide de calmer Leclerc et le reste de la meute dans un style qui rappelle Sébastien Vettel des années bleues. Et le monégasque a vite compris qui c'est Raoul. Derrière, la résistance s'organise. À coups de dépassements incisifs, amenés par des freinages au panneau plus tard que les autres, El Mariachi Pérez entame une remontée pleine de panache, contrastant avec ses prestations récentes. Virer le bonnet d'âne, on lâche les cheveux, les chevaux et on va au charbon, un gun dans chaque pogne. De P15 affligeante à un podium des plus brillants, une métamorphose digne de Goldorak pour Los Polos. C'est comme ça qu'on l'aime notre Checo. Arcstarpeia Capitoli Proxima, que je ne vous ferai pas l'injure de traduire, Hulk gare sa cafetière dans l'échappatoire, provoquant un virtual safety car, dont profite Ferrari pour se prendre les pieds dans le tapis et ruiner la course de Sainz en tentant un double arrêt au stand. Mais Ferrari n'est ni Mercedes ni Red Bull, et déjà un arrêt simple, mais alors un double. Un coup de chantilly et Sainz, brillant comme jamais, qui lui aussi a jeté son bonnet d'âne à la poubelle, reprend la course P6 au lieu de P3, attaque un Norris déchaîné avec une McLaren qu'on ne reconnaît plus. Norris justement, constamment à l'attaque au volant d'une monoplace transfigurée,
n'aura lui non plus pas un instant de répit pour finir P4 suite au déclassement de Carlos, pilote du jour. Pas volé, même si d'autres auraient mérité, Perez, Sainz, Max, Leclerc. Lewis Hamilton, tout en chougnant comme de coutume parce qu'il ne se balade pas devant, se faisant sèchement rembarrer par Airwolf, collectionne les fautes de limite de piste, prenant une pénalité dès le 12e tour. Devant, le leader de la course s'arrête au box pour chausser réglementairement des mélanges différents. Il repart 5 secondes derrière Leclerc, dont à aucun moment on a senti qu'il pourrait résister plus d'un tour une fois que la numéro 1 serait revenue dans son sillage. Et c'est un intérieur d'école que nous offrent les deux virtuoses au freinage de Remus. Derrière, loin derrière, à la faveur des stratégies pneumatiques décalées par la Virtual Safety Car entre ceux qui en ont profité pour stopper et ceux qui ont loupé le coche, c'est la foire d'empoigne. On se double dans Lauda, dans Remus, dans Schlossgold, à l'intérieur, à l'extérieur, on se redouble, on se redouble. Pas besoin de la pluie pour pimenter le spectacle, on en vient même à se demander si le DRS est absolument indispensable. Et comme si ce n'était pas déjà suffisamment le bazar, la direction de course pimente le spectacle en infligeant 800 pénalités consécutives à 4000 fautes de ligne. Il y a eu tellement de fautes de limite de piste que le classement a été bouleversé plusieurs heures après le damier. Je ne désespère pas que le classement change d'air-chef avant l'arrivée à Silverstone. Non, sérieusement, je sais qu'il y a la question de l'homologation du circuit pour les Grands Prix moto, mais quand même, là on est tombé dans le grotesque absolu, avec des pilotes de cours de maternelle qui balancent à la maîtresse d'école que machin a roulé 1 millimètre au-delà de la ligne, comme si c'était simple de voir clairement, avec des monoplaces de 2 tonnes, 4 mètres de large et 12 mètres de long. C'est plus de la F1, c'est du yachting. Cela dit, Max, lui, n'a pas reçu de pénalité. Leçon bien à présent qualif donc. Les Aston Martin à 30 et 59 secondes, les Mercedes à 48 et 49 secondes alors que Max s'est offert un 3e arrêt à 2 tours du but pour aller chercher le point du meilleur tour en course. Mais elles sont où ces voitures qui devaient challenger la Red Bull ? Heureusement que Ferrari a effectué un travail incroyable depuis le début de la saison, et à l'amorce du dernier tour, Leclerc n'a que 2 secondes de retard sur Max, qui vient de s'arrêter pour chausser des softs, qui claque le meilleur tour et qui passe sous le damier 5 secondes avant la Ferrari. Classé P4 à 26 secondes au volant d'une monoplace améliorée et qui recevra encore d'autres améliorations à domicile en fin de semaine à Silverstone, Norris montre les crocs. Et si finalement McLaren redevenait enfin McLaren et que c'est du côté de Woking que venait la menace ? On attend depuis plusieurs siècles que l'écurie britannique se remette du fiasco Honda. Mais l'espoir fait vivre, mieux vaut tard que jamais, les bons comptes font les bons amis et on lave son linge sale en famille. Un peu comme on attend pour Ferrari. Pierre Gasly qui prend le dernier point à un Dragster Albon, pourtant ô combien méritant au volant de son veau bleu, Bruce Lee qui prend la P12 en ne faisant rêver personne, Sargent Petrez qui continue son apprentissage studieux en laissant 6 voitures derrière lui au volant d'une Williams. Perso, je le trouve pas mal ce garçon. Oscar Piastri qui prouve que les Evo étaient attendus chez McLaren puisqu'ils n'en disposaient pas ce week-end, ce qui permet de mesurer le bien fondé de l'opération. Nick De Vries qui fait ce qu'il peut, P17, et Kemak qui est désormais à Hülkenberg, ce que Ricciardo est à Norris. Et pour finir, Yuki qui confond la piste de F1 et la piste de Monster Truck. Un beau Grand Prix, genre 4 sur 5, bourré de bagarres à tous les niveaux. Et c'est ce qu'il faut retenir, les écarts sont serrés, les pilotes combatifs, les écuries bossent dur pour améliorer leur monoplace, et sur un circuit old school façon mini-spa, ça le fait. Pour les esprits chagrins qui déplorent un manque de variété sur la première marche du podium, je les invite à observer attentivement non pas le résultat brut, mais la manière avec laquelle Max construit ses succès. Et ses qualifications courses, il n'y a pas une erreur. Et je ne suis pas le seul à dire que son niveau d'excellence est à tout point de vue exceptionnel, pour ne pas dire unique, qu'on est en train de vivre l'histoire de la Formule 1 et que la légende est en cours d'écriture. La seule chose qui peut désormais empêcher Verstappen d'aller chercher les records de Sir Lewis, c'est de céder à l'appel des sirènes et de faire la même connerie que Vettel, signé chez Ferrari. Partons du postulat que Max ne va pas toutes les accrocher. Qui va gagner le Grand Prix qui manque ? Une Mercedes ? Une Ferrari ? l'Aston Martin ? À moins que ce ne soit une McLaren. Quant à moi, je suis comme les pilotes et les mécanos, pas de répit. Dès que cette vidéo est en ligne, je planche sur celle de Silverstone dès ce week-end. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore déjà fait, ça donne un max de force. Sauvez les gladiateurs, tendez votre pouce vers le ciel et on se retrouve dans l'Oxfordshire pour le Grand Prix de Grande-Bretagne.